plein désert, dans un monde hostile. L'homme a réussi à prendre pied et à implanter la vie. Après des décennies de guerre froide et de courses technologiques pour dominer le monde, l'Empire a gagné son bras de fer avec l'Union européenne. Après la Lune, Mars vient d'être colonisé. Pendant des années, cet exploit sans égal a mobilisé toutes les ressources du pays. 20 ans à peine après le premier pas sur la Lune, l'Empire de Chine, du haut de ses 2000 ans d'histoire, montre aujourd'hui au monde entier la grandeur de sa civilisation. Sa réussite est telle que l'on parle déjà du siècle chinois. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. Il y a 900 ans, un petit grain de sable va provoquer une suite d'événements qui va décimer plus d'un tiers de la population chinoise et ralentir son développement pour des siècles. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres, aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 1174, Mongolie. Un chef de clan est empoisonné par une tribu rivale. Il meurt sous les yeux de son jeune fils du nom de Temujin. Quelques années plus tard, des dizaines de cavaliers saccagent un camp nomade. Ils repartent avec une captive, une femme magnifique. Elle s'appelle Borté. 1214, Pékin est prise et pillée par les Mongols. Au cours des années qui vont suivre, la Chine va perdre le tiers de sa population. Ces trois événements tragiques sont intimement liés. Ils sont des moments clés de la vie d'un conquérant unique dans l'histoire de l'humanité, Gengis Khan. Mongolie, fin du XIIe siècle. Temujin, jeune enfant, vient de perdre son père, mort empoisonné par un clan rival. Vivant, son père était un guerrier réputé et le chef mongol le plus important. Mort, il n'est plus rien. Sa famille non plus. Sa femme et ses 7 enfants sont livrés à eux-mêmes. Abandonnés par le reste du clan au milieu des steppes, battus par les vents. Ils sont voués à une mort certaine. Temujin n'a que 9 ans. Son nom signifie « celui qui bat l'acier ». Le pays est dur. Ses habitants le sont encore plus. La Mongolie présente des conditions de vie extrêmes. Coincé entre le cercle polaire au nord et le désert de Gobi au sud, il fait moins 40 degrés l'hiver, plus 38 degrés l'été. Les nomades se sont adaptés à ces rudes conditions. Ils se déplacent sans cesse avec leurs troupeaux au fil des saisons. Ils savent parfaitement tirer profit de la nature pourtant hostile. Dans de telles conditions climatiques, le clan est fondamental. Un homme seul n'est rien. Un clan uni peut affronter n'importe quel hiver. Comment faire quand on est une femme seule avec 7 enfants, sans troupeau, au milieu d'un territoire infesté de loups? Au bord du gouffre, la mère de Temujin fait preuve d'une force de caractère incroyable et refuse la mort. La famille se nourrit de baies sauvages, de racines et de rares poissons. Tout le monde travaille à la survie du groupe. Presque tout le monde. L'un des frères de Temujin s'accapare de force le produit de la pêche. La famille est en danger. Temujin ne peut le tolérer. Il faut choisir. Vivre ensemble ou mourir seul. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, que se serait-il passé pour Temujin
si son père n'avait pas été assassiné. En fait, il n'y aurait pas eu de place pour lui avant que son père ne meure de mort naturelle. Il aurait été comme une jeune pousse à l'ombre d'un arbre centenaire qui lui cache la lumière du soleil. Pour comprendre la personnalité complexe du futur Gengis Khan, intéressons-nous à son enfance. Bien avant la naissance de Temujin, sa mère a été kidnappée dans une tribu voisine par son père. À 3 ans, l'âge où les enfants commencent à parler, lui apprend à monter à cheval. À 5 ans, au lieu d'apprendre à lire, il abat ses premiers gibiers à l'arc et égorge des moutons. À 9 ans, à l'aube de l'adolescence, son père est assassiné. À 13 ans, il tue son propre frère. Pour lui, la normalité, c'est la mort violente. Elle l'accompagnera tout le long de sa vie. L'enfance du futur Gengis Khan a déterminé sa personnalité et influencé le cours de l'histoire. Avançons un peu jusqu'au XXe siècle. Un autre petit garçon, seul, survivant de sa fratrie, subit les coups de son père alcoolique au fin fond de la campagne russe. Il s'appelle Yossif, mais plus tard, il deviendra Staline, l'homme de fer, dirigeant de l'Union soviétique. Ce qui ne tue pas rend plus fort, mais pas forcément plus humain. Reprenons. Temujin et sa famille ont survécu, mais ils vivent une existence misérable. Pourtant, durant son adolescence, 2 personnes vont marquer à jamais le destin du jeune Temujin, un homme et une femme. Jamuka d'abord, son ami d'enfance qui deviendra son frère de sang. Et pour les Mongols, cette notion est quelque chose de très fort, de sacré. Mais la personne essentielle dans la vie de Temujin ne vit pas encore à ses côtés. Juste avant de mourir, le père de Temujin lui avait choisi sa future épouse. Elle avait, comme son fils, un regard de feu et un visage d'exception. À l'adolescence, Temujin retourne chercher sa promise et l'épouse. La jeune femme s'appelle Borté. Leur amour sera éternel. Borté gagne rapidement l'oreille de son mari. Ses conseils sont avisés, ses arguments imparables. Temujin écoutera toujours Borté. Mais pour l'heure, le jeune couple vit paisiblement auprès de son troupeau. C'est à cet instant qu'un événement va bouleverser le cours de l'histoire. Des dizaines de cavaliers surgissent soudain de nulle part et foncent sur eux. Il s'agit d'une vengeance. Même après des dizaines d'années, un Mongol n'oublie jamais un affront. Et le jeune Temujin paie aujourd'hui pour les actes de son père. Temujin n'a que quelques secondes pour faire son choix. Rester pour défendre son épouse et mourir, ou alors fuir et laisser Borté se faire capturer. La mort dans l'âme, Temujin s'enfuit. Mais il en fait le serment. Un jour, il rassemblera une armée, il ira récupérer Borté et il fera payer cette humiliation dans le sang. Un Mongol n'oublie jamais un affront. Son cœur hurle vengeance. Mais Temujin ne peut rien. Il n'a pas d'armée. Il fait alors appel à son ami de toujours, son frère de sang, Jamuka. Si Temujin n'est personne, Jamuka, lui, est devenu un seigneur de guerre redouté. Et il a une armée. Il accepte d'aider son frère de sang. Ensemble, les 2 hommes franchissent les montagnes du Nord, loin de leur steppe. Ils pénètrent au cœur du territoire ennemi, attendent la nuit. Un Mongol n'oublie jamais un affront. Cette expédition permet à Temujin de retrouver Borté et de la libérer.
Mais bien plus encore. Pendant cette campagne, il révèle au grand jour ses capacités de chef. Il est charismatique, courageux et généreux. Plusieurs guerriers sont littéralement éblouis. Plutôt que de rester avec Jamuka, il décide de suivre son frère de sang, Temujin. L'histoire vient de changer de route. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Le jeune Temujin aime Borté, de tout son cœur, et il ne peut supporter l'idée de vivre sans elle. Pour la retrouver, il tisse des alliances, forme une armée et part au combat. Cet épisode va mettre en lumière son don exceptionnel pour le commandement. Les guerriers l'écoutent et le suivent. Mais un autre trait de sa personnalité apparaît aussi. Temujin fait exécuter tous les ravisseurs, y compris les femmes et les enfants. En enlevant Borté, ses ennemis ont en fait réveillé le monstre. La terrible machine de guerre est désormais en route, et plus personne n'est en mesure de la stopper. L'histoire vient de prendre un virage dramatique. Temujin devient un grand chef, aimé et respecté. Chez les nomades, la position de chef est précaire. On ne naît pas chef, on le devient par mérite personnel. Et il est difficile de le rester. L'incompétence n'est pas tolérée, pas plus que la faiblesse ou la malchance. Au XVIIIe siècle, on retrouve ce même type d'organisation chez les pirates. Dans la piraterie, le capitaine du bateau est élu par l'équipage. S'il se montre incompétent ou s'il n'a plus la confiance de ses hommes, il peut être destitué, voire pire. Pour devenir et rester chef, un Mongol doit allier autorité, compétence, générosité et avoir de plus la chance avec lui. Tout un art. Reprenons le cours des événements. Les années qui suivent sont une interminable liste de batailles, trahisons et massacres. La Mongolie de cette époque est occupée par de nombreuses tribus. Les Mongols, mais aussi les Merkites, les Tatars ou les Kéraïtes. Elles se détestent toutes depuis des générations. Dans les temps anciens, des hommes forts sont parvenus à unir toutes les tribus et à s'imposer comme souverains. On les appelle des Khans. Combattant côte à côte, Temujin et Jamuka veulent ressusciter cette puissance ancestrale. Ils savent qu'une fois unis, les tribus seront invincibles. Mais il ne peut y avoir qu'un seul Khan. C'est ce que Borté explique à son époux Temujin. Et Temujin écoute toujours Borté. Les deux frères de sang deviennent ennemis jurés. Ils entrent en guerre l'un contre l'autre. Jamuka est un bon guerrier, mais un mauvais chef. Menteur et cruel, il perd le respect de ses troupes. Dans le même temps, Temujin boit la même eau boueuse que ses hommes. Il croit en la loyauté et au mérite. Sous ses ordres, de simples guerriers peuvent devenir généraux. Ces rumeurs parcourent la steppe et contribuent à la légende de Temujin. Finalement, au cours d'une grande assemblée, les chefs de clan le désignent comme souverain. Temujin devient le nouveau Khan. Mais ce titre, il doit le défendre. Le nouveau Khan compte encore de nombreux opposants. En particulier Jamuka, son frère de sang. Les deux hommes vont se battre durant de longues années. Si Temujin essuie plusieurs défaites, son pouvoir n'est pas menacé, bien au contraire. Plus fort que les armes, le charisme et l'habileté politique de Temujin font grossir ses rangs. Dans le même temps, la cruauté de Jamuka l'isole chaque jour un peu plus.
Le frère de sang, exténué et isolé, est finalement livré à Temujin. Chez les Mongols, tuer son frère de sang est un acte grave. Mais il ne peut y avoir qu'un seul Khan. Et Temujin contrôle toute la Mongolie. Il était déjà Khan. Il se proclame lui-même Gengis Khan, le chef suprême. La Mongolie unifiée, Gengis Khan se retrouve à la tête d'une formidable armée. 100 000 guerriers des steppes qui n'attendent qu'une seule chose: partir à la conquête du monde. Le mot guerrier n'existait pas dans la langue mongole. Tout homme de 14 à 60 ans est un guerrier. La guerre est omniprésente. Dans cette société nomade, une personne sur 4 va au combat. Le guerrier mongol est un cavalier et un archer hors pair. L'arc mongol à double courbure est une arme redoutable tirant plus vite et plus loin que n'importe quel autre arc. En 1415, pendant la bataille d'Azincourt, les Anglais expédient 12 flèches à la minute et déciment les chevaliers français. Un archer mongol entraîné peut en tirer plus du double dans le même temps. Une pluie d'acier. Les armées de cavaliers mongols sont très mobiles. Comme disait Napoléon, une armée, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. Les guerriers mongols avaient compris ce principe des siècles avant lui. Ils pouvaient parcourir près de 100 km par jour. Les cavaliers chargés de transmettre les messages du Khan faisaient encore mieux, jusqu'à 1400 km en une semaine. Pour cela, ils dormaient et mangeaient sur leurs chevaux. Comme les Indiens d'Amérique du Nord, les Mongols appliquent la tactique militaire, avancer séparément, attaquer ensemble. Imprévisibles, les Mongols fuient le contact et préfèrent attirer l'ennemi dans des pièges pour l'exterminer à distance en toute sécurité. Personne ne les voit venir, mais tout le monde les entend attaquer. Quand on a une armée, on se cherche des ennemis. Temujin, devenu Gengis Khan, va mettre le feu au reste du monde. Dans la direction du sud, tout d'abord. L'histoire de la Mongolie et de la Chine ont toujours été liées. Les empereurs chinois ont longtemps veillé à diviser les tribus mongoles pour pouvoir vivre en paix. Mais maintenant que les Mongols sont unis, ils ont enfin l'occasion de se venger. En quelques années, Gengis Khan raye les Tangoutes de la carte, puis se jette sur les Qin. Incapable de mener un siège, il enrôle de force des ingénieurs chinois. Grâce à eux, il prend Pékin qu'il saccage, furieux de la résistance de la ville. Après avoir annexé la Mandchourie, Gengis Khan envahit la Corée. Laissant un sursis aux Song, il se jette sur l'Asie centrale, ravage la Russie, la Turquie. Le monde est en flammes. Partout, on craint les Mongols. Car pour Gengis Khan, la guerre est également psychologique. Cultivant la terreur, les Mongols brisent la volonté de combattre chez leurs ennemis. Toute résistance est sanctionnée par un massacre. Les hommes sont exterminés, les femmes deviennent esclaves. On dresse des pyramides de crânes bien visibles. Partout, on parle d'empalement, de tortures horribles, de prisonniers servant de boucliers humains. À chaque fois, quelques survivants sont épargnés, non pas par clémence, mais juste pour qu'ils transmettent ce message. Ne résistez pas à Gengis Khan. La recette, inhumaine, est horriblement efficace. En quelques années à peine, Gengis Khan construit le plus vaste empire de l'histoire. De l'Iran jusqu'à la Corée, son empire impose une période de paix appelée la Pax Mongolica. Les échanges commerciaux fleurissent, des routes commerciales sont tracées. L'Asie s'ouvre définitivement à l'Europe. 33 millions de kilomètres carrés. Plus d'un quart des terres émergées.
Dans l'histoire, seul l'Empire britannique a pu rivaliser par sa taille. Et dire que la Mongolie de Gengis Khan ne comptait au départ que 900 000 habitants. Mais la superficie d'un empire doit être comparée à sa durée. Alexandre le Grand a conquis un territoire de 7,5 millions de kilomètres carrés. Mais tout s'effondre à sa mort quelques années plus tard. Napoléon parvient à rassembler 70 millions d'habitants sur 900 000 kilomètres carrés, mais l'Empire ne dure que 10 ans. Hitler prédisait un Reich de 1000 ans. Il a dû se contenter de 12. L'Empire romain, lui, a compté jusqu'à 88 millions d'habitants sur 5 millions de kilomètres carrés. Et il a duré 500 ans. À travers l'histoire, une vérité est apparue. Les empires qui durent ne sont pas ceux qui misent tout sur la force. Ce sont ceux qui privilégient le développement humain. Qu'en est-il du gigantesque empire de Gengis Khan? Fatigué, épuisé, Gengis Khan finit par mourir à 72 ans. Derrière lui, des dizaines de millions de cadavres. Les destructions sont d'une ampleur inégalée. Les Chinois avaient coutume de dire « Tout ce que les Mongols ne connaissent pas, ils le détruisent ». Il en sera ainsi des systèmes d'irrigation comme des bibliothèques. Gengis Khan ne voulait pas conquérir le monde, il voulait rendre la terre à ses maîtres légitimes, les Mongols. Mais, ironiquement, les guerres de Gengis Khan ruineront complètement son propre pays. Faiblement peuplé, la Mongolie verra toute sa population mâle partir à la guerre et rentrera dans une période de forte pauvreté. Les conquêtes mongoles ne s'arrêteront pas à la mort de Gengis Khan. Ses descendants poursuivront son œuvre des années durant. Et l'hécatombe ne fait que commencer. En Chine, ravagée par la guerre, les conditions sanitaires sont catastrophiques. Le vaste territoire va devenir le foyer d'une terrible épidémie, la peste noire. Elle va ravager durablement la Chine et pas seulement. Transmise par les puces, la maladie va profiter de la Pax Mongolica. Grâce aux échanges commerciaux et via la route de la soie, l'épidémie va se répandre dans l'Europe entière où elle s'immiscera dans les villes, infectant les campagnes, empoisonnant les villages. En 4 ans, la peste noire exterminera le tiers de la population européenne. Le continent mettra 200 ans à s'en remettre. Mais ceci est une autre histoire. Les barbares passent, les civilisations restent. Les Mongols menèrent la plus grande invasion que la Chine ait connue, mais pas la seule. De tout temps, les guerriers mongols ont déferlé sur la Chine, si bien que l'on a fini par ériger une muraille pour protéger le pays. Construite sur plusieurs siècles, la Grande Muraille de Chine n'a pourtant pas réussi à stopper les invasions mongoles. Ailleurs dans le monde, d'autres tentatives similaires ont eu lieu, comme le Limès romain et ses 5000 km de défense. Lui aussi a cédé face aux invasions germaniques. Plus proche de nous, le mur de Berlin tenta de préserver un modèle économique en coupant l'Allemagne en deux. Il emporta l'URSS dans sa chute. On pourrait penser que ces murs font partie du passé. C'est faux. Du mur qui protège les États-Unis des clandestins mexicains en passant par la clôture anti-migrants entre la Hongrie et la Serbie, 50 frontières ont été fortifiées et plus de 20 000 km de barrières ont été dressées ces 25 dernières années. Plus que la muraille de Chine en 2000 ans. Depuis 15 ans, le monde se referme sur ses frontières. Pourtant, l'histoire montre que ce ne sont pas les murailles qui protègent un pays. Lentement, sans s'en rendre compte, les nomades mongols arrivés en Chine se sont habitués au confort. Ils ont adopté le mode de vie chinois. Les dures coutumes des steppes sont progressivement tombées dans l'oubli.
et les descendants des terribles guerriers sont devenus chinois. La Chine les a intégrés, puis digérés. Vivre en paix, manger à sa faim, voir ses enfants grandir. Les armes de la civilisation sont plus lentes que celles des conquérants, mais elles ont le temps pour elles.